Madame, Monsieur, bonsoir. La nouvelle année commence sous le signe de la consécration des efforts et des actions du Maroc en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Le Maroc vient en effet d'être élu, avec une majorité très confortable, président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour donc cette année 2024. La recette de ce succès émane d'une impulsion royale forte et d'un engagement constant de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et qui ont permis au Maroc de franchir des étapes clés dans la promotion du respect des droits de l'homme, privilégiant toujours ce triptyque, le dialogue, le rassemblement et le consensus. Cette élection, ainsi que d'autres dans des instances internationales des droits humains, sont un signal fort par la communauté internationale de l'efficacité de la démarche marocaine quand il s'agit de dialogue interreligieux, de tolérance ou encore de droits des migrants. Cette élection en découle naturellement des efforts du royaume, mais elle avorte surtout les tentatives des ennemis des ambitions marocaines qui ne ménagent aucun effort pour nuire au Maroc. Cette nouvelle défaite cuisante pour les diplomates algériens et sud-africains conforte l'action extérieure marocaine, axée d'abord sur les valeurs universelles. J'accueille pour le débat de ce soir d'abord deux experts en relations internationales. Professeur Chekhaoui Loudani, bonsoir. Bonsoir Madame Khadija et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions. Avec nous également, professeur Zakaria Aboudaha. Bonsoir professeur. Bonsoir, toujours un plaisir renouvelé. Largement partagé. Et avec nous pour représenter le Conseil national des droits de l'homme, il est également professeur de droit international des droits de l'homme, Mohamed Lamarty, président de la commission régionale des droits de l'homme de l'Oriental. Bonsoir, c'est Lamarty. Merci de vous joindre à nous depuis Oujda. Bonsoir Khadija et merci pour votre aimable invitation. Marhaba. Je voudrais peut-être d'abord vous faire réagir, vous en tant que militant des droits de l'homme. Comment avez-vous accueilli cette annonce de Maroc président, c'est une première historique, le Maroc président de ce Conseil des droits de l'homme des Nations Unies? Absolument, en tant que Marocain, tout d'abord, et en tant que militant des droits de l'homme, en tant que défenseur des droits de l'homme. Et je ne peux qu'être réjoui et honoré et très heureux que mon pays soit élu en tant que président de ce comité, Conseil des droits de l'homme, à Genève. À Genève. C'est un organe intergouvernemental très important dans l'architecture des droits de l'homme des Nations Unies. Donc on ne peut qu'être réjoui et très heureux et honoré par cette élection sans précédent, comme vous venez de le dire. Effectivement, et ça ne peut que justement créer ce sentiment de fierté et d'appartenance à ce pays qui attend et qui a traversé tellement d'étapes dans ce processus, parce qu'il s'agit d'un processus de promotion et de surtout protection des droits de l'homme. Nous allons bien sûr revenir sur ces principales étapes qui ont été franchies par le Royaume, notamment avec la direction et l'impulsion du souverain. Mais avant, et vous l'avez dit, c'est un organe important. Et vous le savez, dans cette émission, c'est une émission d'actu, mais c'est aussi une émission de pédagogie pour qu'on comprenne mieux les sujets d'actualité. Alors, bien naturellement, on parle d'un conseil des droits de l'homme à l'ONU. Quel est son rôle? Qu'est-ce que c'est que ce conseil? Quel est son rôle? Quelles sont ses prérogatives? Professeur Aboudaha. D'abord, il faut rappeler le contexte de création de ce conseil en 2006 par la résolution 60-250. Alors, une résolution, c'est une décision, qarar, qui a été adoptée par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale étant un organe principal de l'ONU, aux côtés du Conseil de sécurité, Conseil économique et social, Secrétariat général, Cour internationale de justice et Conseil de tutelle qui, a priori, ne fonctionnent pas réellement aujourd'hui. Mais ce sont des organes dits statutaires qui ont été mentionnés dans la charte de l'ONU, adoptée par la charte de San Francisco en juin 1945, entrée en vigueur en octobre 1945. Donc c'est un conseil qui a le statut d'organe subsidiaire. Ça veut dire subsidiaire, ça veut dire qu'il n'a pas été prévu en 1945 et qu'il a été créé par un organe principal de l'ONU et que donc il ne s'agit pas véritablement d'une organisation internationale, intergouvernementale, telle qu'on le sait par rapport à des questions et des critères qui sont définis préalablement. Mais de facto, il agit comme étant une organisation intergouvernementale. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, Madame Khadija, que les membres de ce conseil sont seulement de 47. Donc ce ne sont pas les 193 États de l'ONU
aujourd'hui qui en font partie. Cela veut dire qu'il y a des procédés de sélection, de cooptation, de désignation, d'élection, etc. De représentativité aussi de chacune des régions du globe. Exactement. C'est à peu près la même chose que le Conseil économique et social. Parce que le Conseil économique et social de l'ONU, c'est un organe principal, il est constitué de 54 États. Donc c'est une représentation géographique. Les modalités, parfois, dans d'autres organisations, je rappelle pour les chers téléspectateurs, par exemple, vous prenez le FMI ou la Banque mondiale, il y a ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs et il y a le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration, c'est seulement 24 représentants. Et chaque représentant, il coiffe une région. Alors maintenant, les attributions, promotion de la culture des droits de l'homme, renforcement de la protection des droits de l'homme, etc. Et surtout, le plus important, c'est qu'il tient ce qu'on appelle les organes des traités. Aujourd'hui, il y a 9 traités essentiels, nous y reviendrons, d'accord ? Il y a ce qu'on appelle les procédures spéciales. Il y a tout un travail d'évaluation par les pairs. Et généralement, le Maroc y a contribué depuis sa création en 2006. Il a remplacé, il faut le rappeler, la Commission des Nations Unies des droits de l'homme, qui, elle, dépendait du Conseil économique et social et non pas de l'Assemblée générale. L'examen périodique universel, résolution à son sujet 2007. Il a commencé à fonctionner en 2008. Le Maroc y a participé au moins 3 fois. Et donc, on voit très bien qu'il s'agit d'un organe qui est extrêmement important pour les droits de l'homme. 124 des 193 États membres des Nations Unies auront siégé en tant que membres de ce Conseil des droits de l'homme, d'où justement cette représentativité tournante. C'est ça. Cette présence et cette adhésion tournante. Alors, vous avez parlé de la composition du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, il s'agit d'un mandat de 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, c'est les membres qui sont réélus. C'est par élection. C'est un mandat qui peut être renouvelé une seule fois. Donc, c'est-à-dire un pays, je prends A ou B, il peut avoir brigué un mandat de 3 années, renouvelable une seule fois, mais il ne peut pas se présenter consécutivement pour la 3e fois. Donc, il doit attendre l'expiration d'un certain délai. Donc, c'est un mandat qui est triennal. Ça rappelle un certain nombre de compositions d'organes relevant du système. Alors, on parle bien du système des Nations Unies. C'est-à-dire que toutes les organisations qui sont, comment dirais-je, dans l'orbite de l'ONU sont concernées. Et donc, par conséquent, il s'agit d'un choix qui est fait non seulement par rapport à des considérations purement politiques, mais sur la base de choses qui sont concrètes, l'inscription effective de tel ou tel pays en matière de promotion et de respect des droits de l'homme. Ça, c'est important. Un mot peut-être, avant de vous passer la parole, cher Cherkaoui Loudani, un mot peut-être, c'est la Marty, sur les processus fondateurs de développement de ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui, comme cela a été rappelé par nos collègues, c'est un organe restreint, subsidiaire, qui émane de l'Assemblée générale par élection de 47 États, et qui remplace la défunte Commission des droits de l'homme, qui existait auparavant, depuis 2006, donc elle a été remplacée par ce Conseil. C'est un Conseil qui se veut un forum intergouvernemental de débat sur des questions fondamentales en matière de droits de l'homme, promotion, protection, ce qui a été rappelé aussi tout à l'heure, procédure spéciale, examen périodique universel. Donc, toutes les questions des droits de l'homme, toute l'activité des Nations Unies des droits de l'homme passe et se décide au sein de cet organe, de ce forum intergouvernemental. Donc, l'ancienne Commission des droits de l'homme a été remplacée par ce Conseil parce qu'elle avait, disons, des défauts, des défaillances, des dysfonctionnements. On l'a critiquée, décriée parce qu'elle a été trop politique, trop politisée. Et elle a été remplacée donc par ce nouveau Conseil des droits de l'homme qui existe depuis 2006 et qui, dans les États, tous les États des Nations Unies sont représentés par le procédé ou le mécanisme de la répartition géographique équitable. Donc, tous les groupes géographiques, Afrique, Europe, Asie, Pacifique, etc., sont représentés dans ce Conseil. Donc, les procédures de travail sont assez techniques et compliquées. On n'a pas le temps de revenir sur tous ces détails. Mais donc, c'est un Conseil qui traite, qui aborde et qui discute de toutes les questions relevant soit de la promotion, soit de la protection des droits de l'homme,
à travers un certain nombre de mécanismes et de procédures spéciales, de rapporteurs spéciaux, d'experts indépendants. Il existe aussi une commission consultative au sein de ce conseil qui est un peu la conseillère juridique sur des questions thématiques des droits de l'homme. Et d'ailleurs, dans cette commission siège une Marocaine. C'est l'occasion de le dire et de le rappeler. Il y a un certain nombre d'organes de traité où maintenant siègent des Marocains, des experts marocains. Sur 9 organes de traité, le Maroc est représenté dans 8 organes de traité. Exact. D'ailleurs, pas plus tard que le 13 octobre dernier, c'était à Genève, Madame Nadia Amal Bernoussi a été réélue au comité consultatif du Conseil des droits de l'homme, le CCDH, pour la période 2023-2026, par les membres de ce Conseil des droits de l'homme lors des élections tenues. Effectivement, nous allons revenir à la présence forte des Marocains dans les instances internationales des droits de l'homme, mais pas que. Mais avant, alors, c'est une consécration, c'est une reconnaissance avérée Cherkaoui Roudani. Et puisqu'on parle de Marocains, ce sera bien sûr le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU à Genève qui a été élu donc président du Conseil des droits de l'homme en la personne de Omar Zneber. 33 pour le Maroc contre 17 pour l'Afrique du Sud. L'autre prétendant au poste, il s'agit de l'ambassadeur sud-africain Nkosi. Écoutez, effectivement, vous l'avez bien cité, c'est une consécration parce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse un petit peu décrypter cette élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme qui fait partie de l'ONU, aujourd'hui, il faut revenir 30 années en avant. Donc, il y avait des avancées notables en matière de la protection des droits de l'homme. Il faut revenir, par exemple, en 1997, la mise en place du Forum Maroc de vérité et de justice qui a été présidé par Feu Ben Zakri. Feu Hassan II, il a mis en place toute une stratégie globale aussi pour essayer de mettre en place les véritables fondements un vrai capital, parce que ce Forum Maroc de vérité et de justice, c'était un petit peu les syndicats des opposants politiques marocains, Ben Zakri, tout ça. N'oublions pas aussi que avec l'avènement de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il y avait aussi la mise en place de l'instance de l'équité et de réconciliation qui a été présidée par le président de cette syndicat ou bien de ce forum de vérité et de justice. Donc c'est une consécration, bien que aussi il ne faut pas oublier le rapport de cinquantenaire qui a mis en place toute une stratégie globale sempiternelle de développement du Maroc de l'ère Hassan II, vers la passation vers Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc, de fait, aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une vision sempiternelle de mettre en place des stratégies d'accroître les capacités et aussi les instruments nationaux pour promouvoir la protection des droits de l'homme. Donc, de fait, aujourd'hui, lorsque vous voyez à l'échelle du continent africain, il y avait deux candidats. Il y avait le Royaume du Maroc avec l'Afrique du Sud. Il y a un antagonisme. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la géopolitique des droits de l'homme aussi, qui commence à jouer un rôle très, très important à l'échelle continentale, à l'échelle internationale. Et de fait, aujourd'hui, l'élection du Maroc, comme l'avait bien dit Khadija, c'est une élection historique. Il ne faut pas sous-estimer cette nomination, cette élection du Royaume du Maroc pour avoir ce statut, pour avoir cette présidence, parce que ça témoigne aussi du rôle que joue Sa Majesté le roi Mohamed VI en tant que visionnaire dans la mise en place de plusieurs stratégies multidimensionnelles qui touchent la question des droits de l'homme. N'oublions pas aussi tout ce qui fait le Maroc en tant que de pays qui s'engage dans la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité du continent africain. Aujourd'hui, effectivement, c'est une expression géopolitique royale de la défense et la protection des droits de l'homme à l'échelle du continent africain et même
à l'échelle internationale. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes dans une vision holistique de Sa Majesté, de mettre en place, d'éveiller que le royaume du Maroc arrive d'être un fer de lance dans cette question des droits de l'homme. N'oublions pas que Marrakech, le royaume du Maroc, depuis très très longtemps, abrite le congrès mondial des droits de l'homme, le congrès international des droits de l'homme à Marrakech 2015. Il y avait aussi le forum mondial des alliances des organisations des droits de l'homme en 2014 à Marrakech. Il y avait aussi 2018. Donc, de fait, aujourd'hui, cette organisation et des événements internationaux, aussi, c'est une illustration parfaite de cette importance de ce pays dans la matrice de la protection des questions de droits de l'homme. N'oublions pas aussi que depuis très très longtemps, le Maroc maintenant, il a mis en place une dynamique réformiste pour s'engager de mettre en place une régionalisation de la gestion de la question des droits de l'homme à travers des instances régionales qui sont chapeautées par le Conseil national des droits de l'homme national. Donc, de fait, aujourd'hui, effectivement, le mot et l'adjectif qu'on peut employer, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une consécration historique du rôle que joue le Maroc à l'échelle internationale, dans le continent africain, depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine. Il a joué un rôle très, très important et substantiel dans la promotion de la question des droits de l'homme. N'oublions pas que, par exemple, le responsable de la gestion des questions des droits de l'homme en Libye, c'est un Marocain, c'est M. Oujar. Donc, de fait, aujourd'hui, nous sommes dans une diplomatie marocaine qui commence à avoir son mot dans l'élaboration des stratégies à l'échelle internationale sur des questions qui sont substantielles, c'est sur les questions de la violation des droits de l'homme aujourd'hui sont des questions qui deviennent pesantes dans la politique internationale. Et avoir le Maroc en tant que président dans l'année 2024, c'est une élection qui a beaucoup de sens, qui a beaucoup de messages à l'échelle internationale, parce que le système multilatéral à l'échelle internationale aujourd'hui, surtout en 2024, devant les enjeux, les défis qui planent, donc élire un pays, c'est-à-dire reconnaître l'engagement de ce pays à l'échelle internationale sur cette question de droits de l'homme. Exactement, et conforter justement ces engagements-là. Il y a tout de même eu une mobilisation, bien sûr un travail de lobbying pour soutenir l'autre prétendant à ce poste, mais elles ont été vaines. Donc, en gros, aujourd'hui, pour siéger à une telle institution, avec ses codes, bien sûr, sa crédibilité, les efforts de lobbying ne marchent pas. C'est-à-dire, ce qui marche, ce sont les faits, et ce sont les actions, professeur Abou Dahab. Tout à fait. The facts on the ground. Voilà, exactement. Les faits sur le terrain. La même chose, par exemple, on revient juste en arrière quelques années. Nous sommes en 2011, et on va dire quels sont les critères qui ont poussé les membres de l'Assemblée générale à une majorité exceptionnelle pour choisir le Maroc comme membre non permanent au Conseil de sécurité pour le mandat 2012-2013. Donc il y a ce qu'on appelle des critères. Par exemple, degré de participation au niveau des opérations de maintien de la paix. Le Maroc qui est très impliqué aux côtés d'autres, les pays en développement. Vous prenez le Pakistan, vous prenez l'Égypte, etc. Deuxièmement, les réformes implémentées, comme disait Serroudani en rappelant que la trajectoire du Maroc ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des temporalités. Revenons en arrière, Conseil consultatif des droits de l'homme, je pense que le Maroc, le premier dans la région MENA, Middle East and North Africa, avoir déjà anticipé à travers la mise en place de ce conseil qui s'est transformé en 2011 en Conseil national des droits de l'homme, qui a ce qu'on appelle l'autosaisine. C'est-à-dire il peut déjà engager, c'est la Marti avec nous, est plus expert que nous par rapport à ça, et qui en même temps, vous prenez le Conseil national des droits de l'homme, qui était avant-gardiste par rapport au lancement d'un certain nombre d'initiatives, régularisation des migrants non réguliers. Donc ces critères-là sont pris en considération. Évidemment. Alors maintenant, pour les chers téléspectateurs, quand on parle des normes ou des conventions essentielles relatives aux droits de l'homme, sont au nombre de 9. À part la Déclaration universelle du 10 décembre 1948, qui est un texte solennel certes, qui est une valeur coutumière, vous avez les 2 pactes internationaux de 66, droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, plus les protocoles additionnels. Vous avez la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Vous avez la Convention sur l'élimination des discriminations raciales et qui font partie du jus cogens. Alors, en droit international, le jus cogens veut dire une norme impérative à laquelle aucune dérogation n'est permise. On ajoutera la Convention de lutte contre la torture, traitement dégradant, inhumain, droits de l'enfant. On pourrait aussi ajouter la Convention sur les handicapés, disabilities, tel qu'on l'appelle. Et nous avons également la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille. Le Maroc, l'un des rares pays à avoir ratifié cette convention, aucun pays occidental, hein, et on peut même vérifier. Et en plus, le droit des femmes. Dans la continuité de Sir Roudani, quand il a parlé de Sa Majesté, son action, au niveau de l'Union africaine, en 2018, on lui a décerné le statut de leader de l'immigration au niveau de l'Union africaine. Nous abritons l'Observatoire des droits de l'homme. Et il ne faut pas oublier la Convention sur les disparitions forcées, qui est la dernière que le Maroc a ratifiée. Une ratification veut dire acceptation définitive avec engagement d'application. Alors, vous l'avez si bien dit, Madame Khadija, le vote n'est pas seulement un vote formel, mais il tient à des actions concrètes menées par le pays qui a été désigné pour l'idée ce Conseil pour 2024. Et pas des actions ou des considérations, disons, peut-être idéologiques ou à des fins plus pour contrer, juste uniquement pour contrer un pays X, parce que c'est pour ça qu'il y a eu 2 prétendants pour l'Afrique. Tout à fait. Et le Maroc, on peut vérifier le discours officiel du Maroc. Il tient dans les forats internationaux, il construit les agendas internationaux. Vous prenez les objectifs du développement du millénaire 2015, développement durable 2015-2030, les autres actions du Maroc, c'est un constructeur de la paix. Toujours dans les discours du Maroc, c'est quelque chose qui promeut justement ce respect des droits de l'homme, tel qu'universellement reconnu, interdépendants, indivisibles, qui sont universels. Et déjà aujourd'hui, vous savez, Madame Khadija, on parle de plus en plus des droits de la nature. Et comme le Maroc est engagé dans le changement climatique, c'est-à-dire dans les actions contre le changement climatique, il avait abrité en 2016 la conférence des Nations Unies, la COP, je pense, 22. Et en même temps, il a créé ce qu'on appelle la commission climat au niveau de l'Afrique, on le sait. C'était parallèlement. Et donc aujourd'hui, je pense, 2024, parmi les questions fondamentales, ce sont les questions environnementales. Comment faire en sorte que la nature ait aussi ses droits en termes de protection et d'effectivité. J'aimerais bien comprendre aussi cette relation de cause à effet ou tout simplement cette relation qu'il y a entre les réformes internes, Mohamed Lamarty, les réformes internes et justement cet engagement à l'international ou en tout cas ces actions du Maroc à l'international en faveur de tel ou tel aspect de la protection des droits de l'homme. Comment cela se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Oui, bien sûr qu'il y a une relation très étroite entre les dynamiques internes et les dynamiques au niveau continental et mondial, international. Donc, pour le cas du Maroc, et cela a été rappelé, son élection à la tête du Conseil des droits de l'homme n'est pas le fait du hasard, n'est pas le résultat d'un certain nombre de facteurs ou de déterminants purement idéologiques ou politiques ou d'intérêts interétatiques, mais plutôt c'est le résultat d'un travail de longue durée, c'est le résultat d'avancées notables reconnues par nos pairs sur le plan continental et international. Toute une dynamique de renforcement des droits de l'homme depuis plusieurs années au Maroc, depuis la Constitution de 2011, et même avant, on peut revenir au passé, aux violations graves des droits de l'homme, ou ce qui a été tout le processus de réconciliation, de vérité de réconciliation qui a été entamé au Maroc. Donc tout cela, ce sont des avancées notables, très significatives, qui prouvent que notre pays a accumulé des avancées et des progrès très très importants en matière de garantie de droits et de libertés fondamentales. Donc il y a une dynamique au niveau interne pour la construction de l'état de droit, pour le renforcement des institutions, au niveau électoral, au niveau
du renforcement des droits, différentes catégories de droits, civils et politiques, cela a été rappelé, économiques, sociaux, culturels, environnementaux, et aussi sur le plan continental, toute l'implication du Maroc dans un certain nombre de chantiers relatifs aux droits de l'homme, développement durable, la question migratoire, les réfugiés. Donc il y a une dynamique interne et une dynamique au niveau continental et même au niveau international qui ont consacré cette crédibilité de notre pays au niveau international sur le plan des droits de l'homme et de la protection des droits de l'homme. Donc ce qui a été réalisé est très très important en matière de droits de l'homme. Et l'élection du Maroc en tant que président du Conseil national, des droits de l'homme onusien n'est que le résultat de tout ce travail, à force d'arguments, de plaidoyer, aussi de professionnalisme diplomatique de notre pays. Donc la bataille pour l'élection à ce poste a été acharné, a été féroce. Donc les adversaires du Maroc se sont mobilisés. C'est un travail qui a duré pendant des mois pour que le Maroc puisse et réussisse à convaincre en se basant, en se fondant sur tout ce qui a été réalisé au niveau interne et au niveau continental pour avoir la confiance des 30 pays qui ont voté en faveur du Maroc pour cette élection. Alors, on ne connaît pas l'identité de ces pays parce que ça a été un vote secret. Un vote secret, un bulletin secret. Absolument, un bulletin secret. Mais on peut déjà savoir qui a voté pour l'Afrique du Sud. Vous avez parlé des dynamiques de la dynamique internationale, de la dynamique continentale. Et je voudrais vous interpeller, Mohamed Lamarty, sur l'importance de la dynamique régionale. Vous êtes président du Conseil régional des droits de l'homme de la région donc, de l'Oriental. Donc vous êtes à Oujda. Comment cela facilite-t-il, comment cette approche régionale pour s'atteler à des sujets aussi, justement, des sujets de proximité aussi importants que les droits de l'homme, comment cette approche régionale favorise-t-elle l'approche globale au niveau de l'État marocain? Oui, faut-il rappeler pour nos téléspectateurs que notre institution nationale des droits de l'homme, qui est le Conseil national des droits de l'homme, est l'une des institutions les plus dynamiques, les plus actives en matière de protection, de promotion des droits de l'homme depuis le CCDH, le Conseil consultatif, qui a été le Conseil national lui a succédé en 2011. Donc c'est une institution nationale des droits de l'homme classée au grade A par le comité qui dépend de l'Assemblée générale. La coalition internationale des institutions nationales des droits de l'homme. Donc, notre institution, qui est le Conseil, a acquis une expertise, a acquis une crédibilité aussi au niveau continental et international. Ça, c'est d'une part. Donc, les structures régionales de ce Conseil, de cette institution, donc, comme vous savez, on dispose de 12 commissions régionales au niveau national, au niveau territorial. Donc c'est un esprit de proximité. Donc c'est la démarche, l'approche de proximité avec des citoyens. C'est le travail avec les citoyens, avec la société civile, avec les institutions officielles et civiles. Donc tous les acteurs concernés par la question de la promotion et de la protection des droits de l'homme au niveau territorial. Donc c'est une approche de proximité, c'est une approche de médiation aussi, quand il faut assurer le rôle de médiateur, quand il y a des questions qui se posent au niveau des relations avec les autorités, etc. etc. Donc c'est une dynamique régionale aussi au niveau territorial, au niveau spatial, pour la promotion et le développement et la protection des droits de l'homme dans notre pays.
Voilà, donc pour résumer un peu, cette interpénétration, si vous voulez, cette complémentarité entre ce qui se réalise au niveau national, au niveau législatif, au niveau des textes juridiques, au niveau du renforcement de l'état de droit, et ce qui se réalise aussi par le travail de proximité au niveau territorial, au niveau local et régional, à travers les commissions des droits de l'homme du régional des droits de l'homme qui dépend du Conseil national des droits de l'homme. Très bien. Cherkaoui Loudani, ou d'ailleurs professeur Abou Dahab, quel est le rôle de la diplomatie pour la défense des droits universels? Écoutez, moi je pense aujourd'hui, il faut le dire, que le Maroc, depuis très très longtemps, il était dans une stratégie de mettre en place des leviers stratégiques pour faire valoir aussi sa façon de concevoir les choses, sa concevoir l'ordre international et de défendre aussi les intérêts de ses partenaires stratégiques, y compris le continent africain. Donc c'est pourquoi on a vu depuis très très longtemps, depuis des décennies, donc il y a une dynamique, une mobilisation accrue de la diplomatie marocaine à plusieurs niveaux, à tous azimuts. Par exemple, la diplomatie religieuse, il y avait le dialogue interreligieux à Fès, il y avait la réception par Sa Majesté le roi Mohamed VI du pape François à Rabat, il y avait la signature de l'appel d'Al-Quds. Donc aussi dans la diplomatie du changement climatique, le Maroc joue un rôle très important sur la question de l'immigration, comme il a dit le professeur Zakaria. Il joue un rôle vraiment primordial sur le continent africain. Donc la diplomatie, il a un rôle très très important pour essayer de construire une identité stratégique du pays. Donc le Maroc, en ayant donc ce statut de président du Conseil des droits de l'homme à l'échelle internationale, il y a une identité qui s'impose aujourd'hui. Il y a un profil, il y a un statut d'un État qui s'impose, parce que c'est pas comme ça, par les beaux yeux du Marocain et des Marocains, que nous avons, on va voter pour le Maroc. Il y a tout un dossier, il y a des tractations dans les coulisses, il y a vraiment des alliances. On va voir nos amis, les gens qui sont récalcitrants dans leur façon de voir le Maroc en tant que président. Donc, et arriver de convaincre 2/3 des États qui siègent au sein du Conseil des droits de l'homme, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande vraiment un travail colossal. Donc, c'est-à-dire que la diplomatie marocaine, vraiment, il a été très très active à Genève et ailleurs. Et dans à Genève, pays. À New York, à Vienne. Voilà. On est quand même représenté dans 30 organisations internationales et régionales, 46 candidatures présentées. Les 46 ont été prises. Ça que pour l'année 2023. Oui. Là, on commence l'année 2024 avec déjà, sur les chapeaux de roue, si je peux me permettre l'analogie, avec déjà porté à la tête ou à la présidence élue d'une institution aussi importante et qui a son poids et sa crédibilité. Voilà. Là, on parle de la crédibilité. Le Maroc, la vision de Sa Majesté, c'est une vision qui rassemble. C'est une vision qui a montré que ce pays il a un leadership rassembleur sur des sujets qui sont très épineux. Voilà, qu'on parle par exemple du dialogue interreligieux, c'est pas quelque chose qui est facile. Aucun pays ne peut vraiment s'aventurer d'aller vers ce dossier, ce terrain. C'est très difficile et c'est compliqué. Surtout aujourd'hui, on parle d'un choc de civilisation, on parle de beaucoup de choses. Et d'arriver de rassembler, d'accord, autour d'une conférence internationale, par exemple à Fès, un ensemble de représentants de différentes religions à l'échelle internationale, c'est pas quelque chose qui est anonyme. C'est-à-dire, c'est que ce pays, vraiment, effectivement, c'est un pays qui a de la crédibilité. Organiser la Coupe du Monde avec 2 pays européens majeurs, l'Espagne et le Portugal, c'est pas quelque chose qui est simple. Ça montre effectivement qu'il y a un travail qui se fait donc dans la profondeur et aussi avec une vision vraiment clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, d'inscrire le Maroc dans une démarche sempiternelle de développement, de réforme et aussi d'avoir cette identité. Comme je le dis, c'est une identité stratégique qui est en train de se structurer, de se poser, de s'imposer à l'échelle internationale.
Oui, à l'échelle internationale, à l'échelle régionale. Et je voudrais, vous avez évoqué tout à l'heure les 9 traités, n'est-ce pas, qui constituent un peu ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et vous avez parlé du rôle du Maroc, parce que j'aimerais bien faire aussi un peu, on fait de la pédagogie de l'histoire aussi, pour mieux comprendre où on va, comme je ne le cesserai de le répéter. Et effectivement, comment pourrait-on avoir une idée plus claire du rôle du Maroc dans peut-être l'élaboration de ces traités? OK. Alors, il y a toute une procédure relative à l'élaboration des traités au niveau international, évidemment. On peut provoquer une conférence diplomatique à l'échelle internationale. L'ONU, on est souvent la cheville ouvrière. Par exemple, droit de la mer, la Convention des Nations Unies 82, il y a eu pas mal de process et de processus en amont. Ensuite, il y a également parfois une sorte de commission ad hoc qui propose d'élaborer des conventions dans telle ou telle direction. Vous prenez en 1947, l'Assemblée générale de l'ONU avait donné lieu à ce qu'on appelle la Commission du droit international. Et cette commission était le catalyseur d'un certain nombre de conventions, y compris celles en rapport avec ce qu'on appelle la responsabilité des États, etc. Alors, pour les droits de l'homme, c'est très particulier, parce que déjà, il faut prendre l'Assemblée générale 10 décembre 1948, c'est elle qui avait proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et à partir de cette date-là, il y a eu, si vous voulez, engagement d'un processus multidirectionnel pour couvrir, avec une sorte de maillage, si vous voulez, thématique, toutes les questions relatives aux droits de l'homme essentielles, ce qu'on appelle the core, le noyau dur, c'est-à-dire incompressible, au respect duquel il faut dire que les États devront s'y engager. Ceci dit, dans le droit conventionnel, on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle la pratique internationale. Dans cette pratique, quand bien même des États n'ont pas ratifié, c'est-à-dire accepté définitivement, mais qui ont signé des traités, ils sont tenus d'éviter de se comporter de manière incompatible avec le but et l'objet du traité. Ça, c'est important, c'est la Convention de Vienne, 23 mai 69. Mais pour résumer, les chers téléspectateurs, on va donner un exemple concret, Madame Khadija. 10 décembre 2008, Sa Majesté le Roi, à l'époque, avait adressé un message royal au Conseil consultatif des droits de l'homme. Dans ce message, il a demandé le retrait, il a dit que officiellement, le Maroc retire officiellement les réserves, on va dire les dérogations, qu'il a émises en direction de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, notamment l'article 9, 15, etc. Et ensuite, on a donné un contenu concret à cette action, ce qu'on appelle un acte unilatéral, en adoptant une constitution qui proclame, entre autres choses, pour résumer, l'article 19, la parité, entre autres choses. Et donc, c'est à l'aune, justement, d'un certain nombre d'engagements, d'interactions, c'était la question que vous avez posée à M. Lamarty, ce renforcement mutuel entre la donne interne et l'aspect international, si vous voulez, qui fait qu'un pays est en dynamisme, en interaction constante avec les engagements qu'il a pris. Ce n'est pas une coquille vide, ce n'est pas une clause de style, comme on dit, mais c'est plutôt une action qui montre qu'en dépit du relativisme culturel que proclament un certain nombre de partisans pour maintenir en fait des restrictions, mais qui au final se cachent derrière des alibis pour s'évader et se dérober de leurs engagements, le Maroc fait montre de courage. Regardez, lors de l'ouverture de la session du Parlement, on s'en souvient, on était à Tanger, Madame Khadija, Sa Majesté avait donné un discours très important qui était présent les deux représentants des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et il a solennellement parlé de l'État social, et donc droit de l'homme, c'est in concreto un droit à la dignité, à la protection sociale, un logement décent, lapsus révélateur peut-être, et donc de toutes les manières, je crois que nous sommes véritablement aujourd'hui dans la bonne voie de straight rights, de consolider les engagements que nous avons pris, et ça fait partie d'une diplomatie des droits de l'homme et une diplomatie humanitaire, il ne faut pas l'oublier, parce que l'humanitaire là, c'est important. Au-delà du vaccinal, c'est la participation à des hôpitaux de campagne, etc. Nous avons, il faut le rappeler, en 2008, créé la Commission nationale du droit international humanitaire, qui est présidée par Mme Farida Al-Khamilichi, et que nous sommes là très présents par rapport à des questions fondamentales, parce que les droits de l'homme sont aussi en lien avec ce qu'on appelle le droit des conflits armés, devenu aujourd'hui le droit, je pense à partir des années 70, le droit international humanitaire, le DIH, fameux DIH. Alors, Mohamed Lamarty, ce qui m'amène en fait, donc il y a cette interconnexion entre la gestion de la
protection, de la promotion des droits de l'homme au niveau interne et international. Quel serait, selon vous, maintenant que le Maroc a été élu président de ce Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, quel serait son rôle au sein de cet organisme? Et aussi, comment le fait qu'on soit président pourrait aussi faire peut-être avancer des dossiers chez nous, relatifs bien naturellement aux droits de l'homme. Oui, bien sûr, le Maroc maintenant qui préside cet organe intergouvernemental spécialisé en droits de l'homme a vraiment du pain sur la planche, si on peut dire, si vous me permettez l'expression. Oui, c'est le cas de le dire, en effet. Il doit être à l'œuvre pour prendre les initiatives dans certains domaines prioritaires sur les questions des droits de l'homme. La question de l'égalité entre hommes et femmes, la question environnementale, la question des droits économiques, socio-culturels, les questions relatives au monde des affaires et droits de l'homme, business and human rights, les questions du développement durable, et en plus de coordonner tous les groupes de travail, le travail accompli par les procédures spéciales, les thématiques ou au niveau national de l'État. Donc c'est un travail gigantesque qui attend le représentant du Maroc, le chef de la mission permanente du Maroc à Genève, l'ambassadeur M. Omar Zniber, et qui est un diplomate très fin, très expérimenté. Donc je crois que effectivement le Maroc va jouer le rôle de cheville ouvrière de tout un ensemble de dossiers qui sont prioritaires en matière de protection des droits de l'homme. Et ce n'est pas une tâche aisée parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un organe intergouvernemental, c'est un forum d'État, de position étatique, parfois très politique, trop politisé, parfois idéologique, comme cela a été rappelé peut-être tout à l'heure. Donc c'est une tâche qui n'est pas aisée, mais je crois que le représentant du Maroc et le Maroc, par tout ce on vient de rappeler, on a un peu essayé de faire un peu le récit des droits de l'homme au Maroc et des atouts et des points forts de notre pays en matière de gestion de la question des droits de l'homme au niveau continental et international. Donc je crois que le Maroc pourra assurer et assumer cette responsabilité avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de professionnalisme, tout en gérant les sensibilités, tout en gérant les contradictions et les oppositions entre États au sein de ce Conseil des droits de l'homme. Sans oublier que, puisqu'on parle de droits de l'homme, et c'était à l'ONU, le Maroc n'a cessé de mettre en lumière des violations des droits de l'homme à ses frontières sud, notamment dans les camps de la Honte, dans les camps de Tindouf. Et là, c'est aussi une cristallisation de l'action marocaine sur la scène internationale pour mettre vraiment en lumière des exactions des droits de l'homme, des droits des enfants aussi, avec ce dossier des enfants soldats, et que le Maroc se porte, encore une fois, comme porte-parole et... porte-étendard. Oui, exactement. Et pour porter cette parole et cette cause qui est celle de ses frères africains. Cherkaoui Roudani, nous allons peut-être finir avec ce triptyque, je le citais. C'est un peu les principes de l'approche marocaine, le dialogue, le rassemblement et le consensus. Oui, le Maroc toujours... Alors que nous sommes quand même en train de vivre une ère où déjà le dialogue est rompu, le rassemblement, on est plus dans la division que dans le rassemblement, quand bien même dans des institutions qui sont censées être unies, et le consensus... Oui, vous savez...
n'importe quelle politique de la promotion des droits de l'homme, il est basé sur un cadre normatif, soit des constitutions, soit des choses qui sont en relation avec un référentiel juridique international. Donc, et de fait, le Royaume du Maroc, effectivement, moi je vous le dis, donc le contexte aujourd'hui international, il est spécifique. Il y a beaucoup de questions qui sont brûlantes. Il y a une fracture à l'échelle internationale. Donc, je pense aujourd'hui, le Maroc, avec son expérience et avec sa force dans le système multilatéral, il ne faut pas oublier que nous avons des partenaires, nous avons des alliances stratégiques. Et aussi, le Maroc, toujours, dans sa façon de concevoir les conflits, toujours, il a prôné pour le consensus, pour le dialogue. Ce sont des déterminants très importants dans notre politique étrangère. Et d'ailleurs, c'est la voie de la sagesse aussi. Oui, c'est la voie de la sagesse. Effectivement, on ne s'entend plus parler, comment arriver à une solution? Voilà, par exemple, n'oublions pas comment Sa Majesté le Roi Mohammed VI, même avec cette fracture entre le Maroc et l'Algérie, n'a pas cessé d'appeler l'Algérie à concevoir un avenir partagé, un avenir en commun. Donc, de fait, la communauté internationale, je pense, dans cette élection, dans le choix du Maroc, parce qu'il ne faut pas oublier, ce scrutin, il était à bulletin secret, donc c'était vraiment, donc il y a une appréhension stratégique de la part de la communauté internationale que le Maroc, dans ce contexte international, où il y a des bouleversements géopolitiques, où il y a vraiment des problèmes de violation des droits de l'homme dans le continent africain et dans plusieurs régions du monde, donc le Maroc peut apporter donc cette sagesse, cette responsabilité qu'a pris la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour résoudre et pour arriver d'éliminer ou bien de tenter d'éliminer donc la violence à l'égard de la question des droits de l'homme. C'est une question qui, je viens de vous dire, de dimension géopolitique aujourd'hui. C'est pourquoi donc on trouve ce choix du Maroc, cette illustration, cette consécration, parce que nous avons une histoire, le Maroc, c'est une grande civilisation. Le Maroc, il a des traditions diplomatiques. Le Maroc, il a ce savoir-faire diplomatique. Nous n'avons jamais été dans l'hostilité, dans l'engagement va-t-en en guerre. Mais nous sommes toujours avec un engagement résolu du Royaume du Maroc. Le Maroc, toujours, il a prôné avec sagesse la paix, la sécurité et la prospérité. Pas à l'échelle régionale ou bien du continent africain, mais à l'échelle internationale. N'oublions pas plusieurs initiatives royales. Donc, lorsque le continent africain, lorsque le monde il a été fermé, qui a apporté ce cœur aux pays africains qui font face au Covid-19. Donc, comme il a dit le professeur Zakaria, donc, dans les missions de maintien de paix, le Royaume du Maroc joue un rôle très important dans la féminisation de la politique. C'est une forme de démocratie. C'est une forme aussi de questions de droits de l'homme et droits de femmes, homme avec grand H. Donc, je pense aujourd'hui, donc, le Maroc, il a montré qu'il a cette façon de concevoir avec sagesse, avec responsabilité, et en essayant de regarder introspectivement donc, les années, donc, on voit des signes erreurs que ce pays vraiment commence à avoir donc, un statut de dimension internationale avec une identité stratégique dans la question des droits de l'homme. C'est une question pivot dans sa diplomatie à l'échelle internationale. N'en déplaise à ses détracteurs. Bon, voilà, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup, Cheikh Khawer Oudani. Je vous en prie, madame. Merci professeur Zakaria Abou Dahab. Merci à vous. Et mes remerciements vont également à l'Oriental, à Oujda, à Mohamed Lamarty, président du Conseil régional des droits de l'homme. Merci d'avoir été avec nous, c'est Lamarty. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci à vous pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée.